Que peux-tu réellement attendre d'un évitant dans une relation? La réponse n'est pas ce que tu attendrais de n'importe quel autre partenaire. Tu ne peux pas utiliser le même mode d'emploi, parce que ce qui fonctionne comme attente raisonnable avec la plupart des gens devient source de frustration permanente avec un évitant. Et cette confusion entre le possible et l'impossible, c'est ce qui maintient tant de personnes prisonnières. Beaucoup de gens entrent en relation avec un évitant, en espérant que l'amour va le transformer en partenaire cohérent et disponible. Des années plus tard, ils attendent encore ce changement qui n'arrive jamais. D'autres n'attendent rien et acceptent un comportement qu'ils n'auraient jamais dû tolérer. Aucun de ces extrêmes ne fonctionne. Avec un évitant, les attentes qui fonctionnent dans les relations typiques ne s'appliquent pas. Tu ne peux pas attendre une disponibilité émotionnelle constante. Tu ne peux pas attendre que la proximité d'aujourd'hui garantisse la proximité de demain. Mais il y a aussi des choses que tu peux bel et bien attendre si tu sais quoi chercher et si la personne travaille sur elle-même. Un évitant peut t'aimer sincèrement et ne toujours pas pouvoir te donner la cohérence émotionnelle que tu attends. Il peut t'apprécier profondément et avoir quand même besoin de se retirer régulièrement. Ce n'est pas une contradiction. C'est sa réalité. La question n'est pas de savoir s'il peut changer cette réalité. La question est de savoir si tu peux vivre avec. Commençons par ce qui est réaliste dans cette dynamique, les choses qui existent, qui sont atteignables, sur lesquelles tu peux construire si tu décides qu'elles sont suffisantes. L'amour est là. Il est authentique. Ce n'est pas du théâtre. Un évitant peut ressentir une connexion profonde avec toi, peut valoriser ton existence dans sa vie, peut se soucier de ton bien-être. Ce sentiment est réel. La limitation ne se situe pas dans la profondeur du sentiment. Elle se situe dans la proximité qu'il peut maintenir tout en le ressentant. Il peut t'aimer intensément et avoir quand même besoin de s'éloigner régulièrement. Le sentiment ne disparaît pas quand il se retire. La capacité d'être proche, si. Il y a des fenêtres d'intimité qui vont te surprendre. Elles ne sont pas fréquentes. Elles ne sont pas prévisibles. Mais quand elles s'ouvrent, la connexion est profonde. La garde baisse. Il y a une vraie vulnérabilité. Vous partagez quelque chose qui semble complètement authentique. Ces moments sont la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent dans ces relations. La connexion est indéniable quand elle est présente. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces fenêtres se referment, non pas parce que le sentiment a changé, mais parce que sa capacité à maintenir cette ouverture a une limite de temps. Ils vont démontrer l'amour de façon pratique plutôt que verbale. N'attends pas de déclarations constantes, n'attends pas de mots élaborés sur leurs sentiments. Ce que tu peux attendre, ce sont des actions qui montrent qu'ils pensent à toi. Ils réparent quelque chose que tu as mentionné être cassé. Ils se souviennent d'un petit détail que tu as dit il y a des semaines. Ils apparaissent quand tu as vraiment besoin d'aide pratique, pas émotionnelle. Pour eux, faire quelque chose pour toi semble plus sûr que dire quelque chose de profondément émotionnel. Les actions ne viennent pas avec la vulnérabilité que les mots exigent. L'autonomie va gagner presque tous les conflits. Ce n'est pas un rejet, c'est une hiérarchie interne. Quand ton besoin de plus de temps entre en conflit avec son besoin de temps seul, le temps seul gagne. Quand des projets ensemble interfèrent avec sa liberté de mouvement spontané, la liberté gagne. Cette priorisation est cohérente. Elle ne change pas avec la durée de votre relation. Elle ne change pas avec l'intensité de ton amour. C'est comme ça qu'ils sont construits. Accepter cela t'épargne des années à essayer de rivaliser avec un besoin qui sera toujours plus fort que ta présence. Les retraits vont se produire sans prévenir bien souvent. Non pas parce qu'ils veulent te blesser, mais parce que pour eux, le besoin de distance surgit si rapidement que la communiquer avant de la prendre semble impossible. Ils sont déjà submergés au moment où ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'espace. Alors ils se retirent d'abord, traitent après. Si tu as de la chance et qu'ils sont conscients de leur schéma, ils peuvent finir par prévenir. Mais même avec cette conscience, l'avertissement n'arrive pas toujours. Le besoin de se retirer est plus urgent que le besoin d'expliquer. Ils vont être plus accessibles en crise pratique qu'en crise émotionnelle. Si ta voiture tombe en panne, si tu as besoin d'aide pour déménager, s'il y a un problème concret qu'ils peuvent résoudre par l'action, ils vont se manifester. Si tu vis un effondrement émotionnel, si tu as besoin d'être soutenu pendant que tu pleures, si tu requiers une présence sans agenda, ils vont se sentir perdus. Ils ne savent pas quoi faire avec les émotions intenses.
Ils savent quoi faire avec les problèmes qui ont une solution tangible. Cette différence te dit où ils peuvent te soutenir et où tu ne peux pas compter sur eux. Le sexe peut être l'un des rares domaines où l'intimité est soutenable pour eux. Physiquement, ils peuvent être complètement présents de façon qu'ils ne peuvent pas l'être émotionnellement. Le sexe a un début et une fin définie. Il ne requiert pas l'ouverture émotionnelle continue que les conversations profondes exigent. Alors il peut y avoir une connexion sexuelle intense, même quand la connexion émotionnelle est absente. Ne confonds pas cette intimité physique avec la disponibilité émotionnelle. Ce sont des canaux séparés pour eux. Ils vont se souvenir de plus de choses qu'ils n'en montrent. Ils prêtent attention aux choses que tu dis, à ce que tu aimes, à tes préférences. Mais ils ne l'expriment pas constamment parce que l'expression constante requiert une vulnérabilité qu'ils ne peuvent pas maintenir. Alors ils gardent cette information et elle apparaît à des moments inattendus. Ils achètent quelque chose que tu as mentionné il y a des mois. Ils font référence à une conversation que tu pensais qu'ils n'écoutaient pas. Cette attention existe. La démonstration constante, non. Il y a une loyauté sous-jacente qui peut ne pas ressembler à de la loyauté en surface. Ils ne démontrent pas constamment leur engagement. Ils ne font pas de déclarations publiques sur la relation. Mais ils ne cherchent pas non plus activement des alternatives. Ils ne jouent pas avec d'autres options pendant qu'ils sont avec toi. La loyauté existe sous une forme silencieuse. Elle n'est pas théâtrale. Elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle est, tout simplement. Cette loyauté peut être l'une des choses les plus stables dans la relation même quand tout le reste fluctue. Ils vont avoir plus de facilité à parler de toi qu'à parler d'eux-mêmes. Ils peuvent poser des questions sur ta journée, sur ta vie, sur tes pensées. La réciprocité dans l'ouverture n'existe pas de la même façon. Quand tu essaies de tourner la conversation vers leur monde intérieur, il y a de l'évitement, des réponses courtes, un changement de sujet. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance, c'est que parler de leur intérieur ressemble à une exposition qu'ils ne peuvent pas gérer. Cette asymétrie dans l'ouverture est permanente. Les projets d'avenir vont générer une distance visible, non pas parce qu'ils ne veulent pas d'avenir avec toi, mais parce que parler d'engagement futur active l'anxiété de perdre leur autonomie. Alors ils évitent ces conversations ou donnent des réponses vagues. On verra bien. Je ne sais pas. Je préfère ne pas trop planifier. Cet évitement ne signifie pas absence d'intention de rester. Il signifie que penser à un avenir structuré ressemble à un piège. Ils vont être meilleurs dans la relation quand ils ont une vie personnelle satisfaisante. S'ils ont un travail qui les intéresse, des hobbies qu'ils apprécient, des amis avec qui ils passent du temps, leur capacité d'être avec toi s'améliore. Quand leur vie est vide en dehors de la relation ressemble à la seule source d'obligation et ça les fait se retirer davantage. Ce paradoxe est important. Ils ont besoin d'une vie indépendante riche pour pouvoir te donner le peu qu'ils peuvent donner. Il y a aussi des signes subtils d'affection qui sont faciles à manquer si tu attends des expressions évidentes. Ils vont être plus présents quand il n'y a pas de pression d'intimité. Dans des activités côte à côte, en faisant quelque chose ensemble sans besoin de conversation profonde, ils peuvent être complètement détendus. Regarder un film sans parler, cuisiner ensemble en silence, se promener sans agenda. Ces moments de compagnie silencieuse sont ceux où ils se sentent le plus en sécurité avec toi. Ce n'est pas une absence de connexion, c'est une connexion qui ne requiert pas de vulnérabilité active. La façon dont ils défendent ton temps avec eux est aussi un signe qu'ils te valorisent, même s'ils ne le disent pas. Quand quelqu'un d'autre essaie de programmer quelque chose pendant le temps qu'ils ont réservé pour être avec toi, il y a une résistance de leur part. Ils ne le verbalisent pas comme « je protège notre temps ». Ils ne cèdent simplement pas cet espace. Cette protection silencieuse est une forme d'engagement qui existe dans leurs limites. Ils vont avoir une mémoire étonnamment bonne pour les choses qui t'importent, pas pour les anniversaires ou les dates symboliques, pour des préférences spécifiques que tu as mentionnées en passant. Comment tu aimes le café, quel aliment tu ne peux pas tolérer, quel livre tu voulais lire. Cette information est stockée même s'ils n'en font jamais tout un plat. Elle apparaît en action. Ils t'apportent du café exactement comme tu l'aimes sans que tu le demandes. Ils évitent le restaurant qu'ils savent que tu n'apprécies pas. Ils voient le livre que tu voulais et l'achètent sans occasion spéciale. Cette attention aux détails montre que ton expérience compte pour eux. Il y a aussi une façon spécifique dont ils reviennent après un retrait qui te dit quelque chose sur leurs sentiments. Ils ne reviennent pas avec une grande déclaration. Il n'y a pas d'excuses élaborées pour l'absence.
Mais il y a une douceur dans le premier contact après la distance, un ton plus gentil, une question sur comment tu vas, un petit geste qui indique qu'ils ont pensé à toi pendant le retrait, même s'ils n'étaient pas en contact. Cette douceur est leur façon de reconnaître que l'absence a eu un impact, même s'ils ne peuvent pas en parler directement. La cohérence existe dans les petits domaines, même quand elle n'existe pas dans les grands. Ils peuvent se retirer émotionnellement de façon imprévisible, mais ils vont avoir de petites routines qu'ils maintiennent. Un message de bonjour, même s'il est bref. Un appel un jour spécifique de la semaine. Une activité que vous faites ensemble régulièrement. Ces petites cohérences sont des ancres sur lesquelles tu peux compter. Elles ne compensent pas l'incohérence émotionnelle plus grande, mais elles montrent qu'il y a un effort de maintenir la connexion dans leur capacité. Il y a aussi leur réponse quand tu es vraiment en danger ou face à une menace réelle. Crise médicale, urgence financière sérieuse, situation où ta sécurité est en jeu. Dans ces moments, ils peuvent apparaître avec une force qu'ils ne montrent pas dans la vie quotidienne. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être présents. C'est que la présence sans crise ressemble à une demande constante. La présence en crise a un objectif clair et une limite de temps. Ils savent quand ça commence et quand ça se termine. Alors ils peuvent te donner un soutien intense temporairement. La façon dont ils parlent de toi aux autres révèle aussi quelque chose. Ils ne vont pas publier sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas faire des déclarations publiques constantes. Mais quand quelqu'un pose des questions sur toi, il y a de la fierté dans la façon dont ils te décrivent. Ils mentionnent tes réussites. Ils parlent de choses qu'ils admirent chez toi. Cette validation privée existe même quand la validation publique est minimale. Pour eux, ce qu'ils ressentent n'a pas besoin d'audience. Ça existe en privé de façon plus authentique qu'en public. Maintenant, ce que tu ne peux pas attendre. Les fantasmes qui maintiennent les personnes coincées à attendre des transformations qui n'arriveront pas. N'attends pas que les retraits disparaissent. Peu importe combien de temps vous êtes ensemble, peu importe à quel point tu les aimes, peu importe à quel point tu es parfaite comme partenaire. Les retraits vont continuer. Ils peuvent devenir moins fréquents s'ils travaillent activement sur leur schéma. Ils peuvent devenir moins sévères. Ils peuvent inclure plus de communication. Mais le schéma lui-même fait partie de leur câblage. Attendre une élimination complète, c'est attendre qu'ils deviennent une personne différente. N'attends pas de disponibilité émotionnelle cohérente. Il y aura des jours où ils sont complètement présents. Il y aura des jours où ils sont complètement absents. Cette fluctuation ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Elle dépend de leur capacité interne du moment. Tu ne peux pas la stabiliser en étant une meilleure partenaire. Tu ne peux pas la prédire en lisant les signes. C'est une variable que tu ne contrôles pas et qu'ils ne contrôlent pas complètement non plus. N'attends pas que la proximité d'aujourd'hui garantisse la proximité de demain. Ils peuvent avoir un week-end intense de connexion. Ils peuvent être complètement présents. Ils peuvent te faire sentir que finalement tout va bien. Et le lendemain, ils peuvent être distants comme si ce week-end n'avait jamais eu lieu. Ce n'est pas qu'ils ont fait semblant. C'est que leur capacité à maintenir cette proximité a une limite de temps. Le sentiment était réel. La capacité de le maintenir n'existe pas. N'attends pas de déclarations verbales constantes d'amour. Ce n'est pas leur langage. Même quand ils ressentent profondément, le verbaliser ressemble à une vulnérabilité qu'ils ne peuvent pas maintenir. Tu vas entendre « je t'aime » rarement. Tu vas entendre plus fréquemment le silence ou un changement de sujet quand tu exprimes des sentiments profonds. Si tu as besoin de mots constants d'affirmation, cette relation va ressembler à une famine émotionnelle perpétuelle. N'attends pas qu'ils priorisent la relation au-dessus de leur autonomie. Dans la hiérarchie interne, l'autonomie est en haut, toujours. Cela signifie que quand il y a un conflit entre ce dont la relation a besoin et ce dont leur sentiment de liberté a besoin, la liberté gagne. Ils ne peuvent pas sacrifier leur autonomie, même pas pour une relation qu'ils valorisent profondément. Cette priorisation ne change pas avec l'amour. Elle ne change pas avec l'engagement. Elle ne change pas avec le temps. N'attends pas de réciprocité dans la vulnérabilité. Tu vas partager ton monde intérieur. Tu vas t'ouvrir sur tes peurs, tes insécurités, tes espoirs. Tu ne vas pas recevoir le même niveau d'ouverture en retour. Ils vont t'écouter. Ils peuvent même être empathiques. Mais ils ne vont pas égaler ta vulnérabilité avec la leur. Cette porte est fermée la plupart du temps. Si tu as besoin d'un partenaire qui s'ouvre à toi de la même façon que tu t'ouvres à lui, ce n'est pas cette relation.
N'attends pas que les conversations difficiles deviennent plus faciles avec le temps. Ils vont éviter le conflit. Ils vont se retirer des conversations qui requièrent d'affronter des problèmes relationnels. Ils vont préférer laisser des choses non résolues plutôt que de traverser l'inconfort de les résoudre. Cet évitement ne s'améliore pas avec les années ensemble. Si quoi que ce soit, il peut empirer parce qu'ils se sentent plus en sécurité que tu vas rester, même s'ils évitent. N'attends pas qu'ils s'intègrent complètement dans ta vie sociale ou familiale. Ils vont maintenir une distance avec ton cercle. Ils vont avoir des excuses pour ne pas aller aux événements. Ils vont préférer du temps avec toi qui n'inclut pas d'autres personnes. Cette résistance à l'intégration ne concerne pas ta famille ou tes amis. C'est que les situations sociales requièrent une performance de relation qui ressemble à une pression supplémentaire. Ils vont protéger leur espace en choisissant de ne pas participer à ton monde social régulièrement. N'attends pas de plan d'engagement à long terme sans anxiété visible. Parler d'emménager ensemble, de se marier, d'avoir des enfants, tout ce qui sonne comme engagement permanent va générer une rétractation. Ils peuvent vouloir ces choses en théorie, mais les concrétiser génère de la panique face à la perte de liberté. Alors, ils reportent, ils donnent des réponses vagues, ils évitent la conversation. Si tu as besoin d'un calendrier clair de progression relationnelle, tu vas attendre indéfiniment. N'attends pas qu'ils changent parce que tu les aimes suffisamment. L'amour ne guérit pas l'attachement évitant. L'amour n'élargit pas leur capacité d'intimité. L'amour n'élimine pas leurs besoins de retrait. Ils peuvent t'aimer profondément et avoir toujours les mêmes limitations. L'idée qu'un amour suffisant transforme quelqu'un est un fantasme qui maintient les personnes coincées à attendre une transformation qui requiert un travail intérieur que l'amour ne peut pas faire pour eux. N'attends pas qu'ils puissent être ta principale source de soutien émotionnel. Ils n'ont pas la capacité de soutenir cette fonction. Ils vont échouer quand tu as le plus besoin d'eux, parce que justement quand tu as besoin de plus de proximité, eux ressentent plus d'impulsion de se retirer. Ta crise émotionnelle est le moment où leur inconfort avec l'intimité s'intensifie. Si tu construis ta stabilité émotionnelle autour de leur disponibilité, tu vas vivre dans un effondrement constant. N'attends pas que le temps ensemble guérisse leur peur de l'engagement. Des années de relation ne font pas que l'engagement semble plus sûr. Si quoi que ce soit, ça peut les faire se sentir plus piégés, pas plus en sécurité. Le temps valide pour toi que la relation fonctionne. Le temps s'accumule pour eux comme une pression croissante qu'ils perdent leur liberté progressivement. Cette différence dans la façon dont ils vivent le temps ensemble est la raison pour laquelle tant de relations avec des évitants se terminent juste quand il semblait qu'elles étaient finalement stables. N'attends pas que ta patience soit récompensée par un changement. La patience n'est pas un catalyseur de transformation. La patience sans travail actif de leur part ne fait que prolonger le schéma sans l'altérer. Si tu es patiente en attendant qu'éventuellement ils vont pouvoir donner plus, tu attends un événement qui n'a pas de date parce qu'il n'est pas au calendrier. La patience a de la valeur s'ils travaillent activement à élargir leurs capacités. Sans ce travail, la patience n'est que tolérance de limitation permanente. N'attends pas non plus que ton effort dans la relation soit égalé. Tu vas faire plus de travail émotionnel. Tu vas initier plus de conversations sur la relation. Tu vas faire plus d'efforts pour maintenir la connexion. Cette asymétrie est permanente. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux, c'est que leur façon de gérer l'intimité est de se retirer, pas de se rapprocher. Alors naturellement, tu fais plus du travail de maintien de la proximité, parce que pour eux, faire ce travail ressemble à une pression supplémentaire. N'attends pas de gratitude verbale pour cet effort non plus, ils peuvent l'apprécier intérieurement. Mais exprimer de la gratitude requiert de reconnaître qu'ils dépendent de toi, que ton effort compte, que sans toi la relation n'existerait pas. Cette reconnaissance ressemble à de la vulnérabilité. Alors même s'ils valorisent ce que tu fais, le verbaliser est difficile. Si tu as besoin d'entendre que ton effort est vu et apprécié, tu vas sentir que tu donnes et donnes sans reconnaissance. N'attends pas qu'ils célèbrent les jalons relationnels avec toi de façon traditionnelle. Anniversaire, date d'anniversaire, occasions spéciales peuvent passer sans beaucoup de reconnaissance. Non pas parce qu'elles n'importent pas, mais parce que faire tout un spectacle de ces occasions ressemble à une performance d'intimité qui les met mal à l'aise. Ils peuvent faire quelque chose de petit, mais n'attends pas de célébration élaborée ou de déclaration émotionnelle dans ces moments. Pour eux, ces jours n'ont pas besoin d'être différents des jours normaux.
N'attends pas qu'ils s'excusent de façon élaborée après des retraits qui t'ont blessé. Ils vont revenir. Ils peuvent reconnaître vaguement qu'ils ont été absents. Mais ils ne vont pas traiter avec toi l'impact émotionnel de leur absence. Ils ne vont pas valider ton expérience de douleur pendant ce retrait. Non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que parler de l'impact émotionnel requiert un niveau d'intimité qu'ils évitent justement. Alors ils reviennent en espérant continuer comme si l'absence était une pause technique, pas un événement émotionnel. N'attends pas qu'ils soient ton supporter émotionnel. Ils ne vont pas être constamment en train de t'encourager, de te valider, de te dire que tu peux atteindre tes objectifs. Ils peuvent croire en toi, ils peuvent te soutenir pratiquement, mais le soutien émotionnel verbal constant n'est pas quelque chose qu'ils peuvent donner. Si tu as besoin d'un partenaire qui est ton système de soutien motivationnel, cette relation va sembler émotionnellement plate. N'attends pas qu'ils introduisent des progrès dans l'engagement de leur propre chef. Si tu veux emménager ensemble, tu vas devoir initier cette conversation. Si tu veux le mariage, tu vas devoir soulever le sujet. Si tu veux n'importe quelle escalade d'engagement, elle va être initiée par toi. Ils ne vont pas se réveiller un jour et décider qu'ils sont prêts pour plus d'engagement. Leur mode par défaut est de maintenir le statu quo indéfiniment, parce que le statu quo semble sûr. N'attends pas qu'ils défendent la relation publiquement si quelqu'un la questionne. Si un ami ou un membre de la famille fait un commentaire critique sur vous en tant que couple, ils peuvent ne rien dire. Non pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce que défendre la relation requiert une déclaration publique d'engagement qui semble inconfortable. Alors ils laissent les commentaires passer sans réponse. Ce manque de défense peut te faire sentir qu'ils ne valorisent pas la relation, alors qu'en réalité, ils évitent simplement les déclarations publiques. N'attends pas qu'ils puissent gérer tes émotions intenses avec grâce. Si tu as un jour où tu es émotionnellement débordé, si tu pleures, si tu as besoin d'être contenu, ils peuvent se figer. Ils ne savent pas quoi faire. Ils peuvent se retirer physiquement ou émotionnellement. Ton intensité émotionnelle les submerge. Ça ne s'améliore pas avec le temps. Si tu es une personne qui ressent profondément et a besoin d'espace pour exprimer ses émotions avec un partenaire, cette personne ne va pas pouvoir te donner cet espace de façon cohérente. N'attends pas qu'ils changent leur relation avec ta famille, même si les années passent. Ils vont maintenir la même distance l'année 1 que l'année 5. Ils ne vont pas devenir plus intégrés. Ils ne vont pas développer de relations profondes avec les personnes importantes dans ta vie. Cette barrière ne concerne pas ta famille spécifiquement. C'est que chaque relation supplémentaire ressemble à une obligation supplémentaire qui menace leur autonomie. N'attends pas non plus qu'ils soient vulnérables avec toi dans les moments de leur propre crise. S'ils traversent un moment difficile, s'ils luttent avec quelque chose, ils vont le gérer seuls. Ils ne vont pas s'ouvrir à toi sur ce qu'ils ressentent. Ils ne vont pas te demander de soutien. Ils vont se retirer davantage pendant leur propre crise, parce que justement dans ces moments, c'est quand ils ont le plus besoin de sentir qu'ils ne dépendent de personne. Cette inversion de logique peut te faire sentir complètement exclu, justement quand tu veux être plus proche. Maintenant, comment ajuster les attentes sans te résigner aux miettes? Parce qu'il y a une différence entre accepter la réalité et accepter l'inacceptable. Accepte que les retraits vont se produire. Ne les prends pas comme un rejet personnel. Mais n'accepte pas de retraits qui durent des semaines sans communication. Les retraits font partie de leur fonctionnement. Les disparitions prolongées sans avertissement sont un manque de respect basique. Tu peux vivre avec des cycles. Tu n'as pas à vivre avec l'abandon émotionnel. Accepte que l'intimité constante n'est pas possible. N'attends pas de disponibilité émotionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais n'accepte pas qu'il ne soit jamais disponible. La fluctuation est normale. L'absence complète ne l'est pas. Il doit y avoir des moments où ils peuvent être présents. Si ces moments sont si rares que tu passes des mois sans connexion authentique, ce n'est pas une relation, c'est de l'attente. Accepte que la verbalisation des sentiments est limitée. Tu n'as pas besoin de déclarations quotidiennes, mais tu as besoin de savoir qu'ils te valorisent. S'il n'y a jamais d'expression d'appréciation, ni en mots ni en action, alors il n'y a pas de relation. Il y a une présence physique sans contenu émotionnel. Ce n'est suffisant pour personne. Accepte que l'autonomie est une priorité pour eux. Tu ne vas pas être la priorité numéro 1 toujours, mais tu dois être une priorité parfois.
Si tu perds toujours contre leurs besoins d'espace, s'ils ne font jamais de sacrifice d'autonomie pour la relation, alors il n'y a pas d'équilibre. Un équilibre imparfait est gérable. L'absence complète de considération ne l'est pas. Accepte que le progrès est lent. N'attends pas de transformation en quelques mois, mais attends-toi à un progrès observable en quelques années. Si après 2 ans il n'y a aucune amélioration dans la communication, aucune réduction dans la fréquence des retraits, aucune augmentation dans la capacité d'intimité, alors il n'y a pas de trajectoire de changement. Tu es avec une version statique qui ne va pas évoluer. Accepte qu'ils ne vont pas être ton soutien émotionnel primaire. Construis un réseau de soutien en dehors d'eux, et des amis qui peuvent être là quand eux ne peuvent pas, et une vie qui ne s'effondre pas quand ils se retirent. Ce n'est pas de la résignation, c'est du réalisme qui te protège. Tu as besoin de multiples sources de stabilité émotionnelle. Cette relation ne peut pas être la seule. Accepte qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent donner, mais n'accepte pas qu'ils ne donnent rien. Il doit y avoir une réciprocité imparfaite. Il doit y avoir un effort visible d'être présent dans leurs limites. S'il n'y a pas d'effort, si tu es simplement censé accepter une absence perpétuelle, alors ils n'offrent pas une relation. Ils offrent de la commodité pour eux. Accepte que les conversations difficiles sont inconfortables pour eux. N'attends pas qu'ils apprécient le conflit, mais attends-toi à ce qu'ils puissent rester dans une conversation sur un problème sans se retirer immédiatement. L'inconfort est normal. La fuite constante ne l'est pas. Il doit y avoir une capacité minimale d'affronter les problèmes relationnels. Le processus de calibrage des attentes requiert une observation honnête pendant un certain temps. Tu ne peux pas calibrer en te basant sur ce qu'ils disent. Tu dois calibrer en te basant sur ce qu'ils font de façon cohérente. Regarde les schémas à travers des mois, pas des jours. Un bon jour n'indique pas une capacité soutenable. 3 mois de schéma indiquent une capacité réelle. Il y a des erreurs communes dans le calibrage qui mènent à une frustration inutile. La première erreur est de calibrer en se basant sur les moments de pointe. Tu vois leur meilleure version dans un moment de connexion maximale et tu supposes que cette version peut être la norme. Elle ne peut pas. Cette version est leur effort maximal temporaire. Leur capacité soutenable est ce que tu vois les jours moyens, pas dans les moments extraordinaires. La deuxième erreur est d'ajuster les attentes trop bas par peur de demander trop. Tu finis par ne rien attendre parce que tout semble comme si ça pourrait être trop. Ça te mène à accepter un comportement que tu n'aurais jamais dû tolérer. Il y a un plancher minimum de réciprocité dont toute relation a besoin. Si tes attentes sont en dessous de ce plancher, tu n'es pas raisonnable. Tu es autodestructrice. La troisième erreur est de ne pas réviser les attentes avec de nouvelles informations. Tu as calibré en te basant sur les premiers mois. Mais 1 an plus tard, les schémas ont changé. Peut-être qu'ils se sont améliorés, peut-être qu'ils ont empiré. Si tu ne mets pas à jour tes attentes avec de nouvelles informations, tu utilises une vieille carte pour un territoire qui a changé. Révise tous les 6 mois si ce que tu attends s'aligne toujours avec ce qui est possible. Les signes que tes attentes sont bien calibrées incluent « tu n'es pas constamment déçu ». Il y a une déception occasionnelle, mais ce n'est pas ton état par défaut. Tu n'es pas constamment surprise par un comportement que tu aurais dû anticiper. Tu peux prédire raisonnablement à quoi t'attendre dans différentes situations. Tu n'es pas rancunière de façon chronique. Il y a de la frustration temporaire, mais pas de ressentiment qui s'accumule parce que tu attendais des choses en dehors de leur capacité. Aussi, tu peux articuler clairement ce dont tu as besoin que cette relation ne donne pas. Si tu ne peux pas nommer ce qui manque, tes attentes sont nébuleuses. La clarté sur l'écart entre ce que tu as et ce dont tu as besoin te permet de décider si cet écart est tolérable ou non. Si l'écart est nébuleux, tu sais seulement que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas quoi. Ta santé mentale est l'indicateur final. Si tes attentes sont bien calibrées, ton anxiété concernant la relation diminue parce que tu n'attends pas constamment des choses qui ne vont pas se produire. Si ton anxiété augmente avec le temps, tes attentes sont probablement désalignées avec la réalité. Soit tu attends trop et tu vis dans la déception, soit tu attends trop peu et ton système te dit que ce n'est pas suffisant. Le bon calibrage ressemble à un réalisme tranquille. Tu sais ce qui est possible, tu sais ce qui ne l'est pas. Avec cette information, tu peux décider si le possible est suffisant ou non. Il n'y a pas de confusion sur pourquoi certaines choses ne se produisent pas. Il n'y a pas de faux espoirs sur des transformations qui n'ont pas de base.
il y a de la clarté sur ce que tu as et une décision consciente sur si tu peux vivre avec ça. Les bonnes attentes sont celles qui reconnaissent les limitations sans normaliser la négligence. Un évitant ne peut pas te donner une cohérence parfaite, mais il peut te donner un effort authentique dans sa capacité. Il ne peut pas éliminer les retraits, mais il peut communiquer quand il a besoin d'espace. Il ne peut pas être émotionnellement disponible toujours, mais il peut être présent dans les moments importants. Il ne peut pas prioriser la relation au-dessus de l'autonomie toujours, mais il peut faire des compromis quand ça compte vraiment. Si tes attentes sont dans ce territoire, il y a une possibilité de relation imparfaite mais réelle. Si tes attentes sont dans la transformation complète ou la résignation totale, tu es dans le territoire de la frustration perpétuelle ou de l'autodestruction. Au final, la question n'est pas ce que tu devrais attendre en général, c'est ce que tu peux attendre de cette personne spécifique dans ta vie. Regarde ce qu'elle donne actuellement. Regarde s'il y a une conscience de son schéma. Regarde s'il y a un effort pour s'améliorer. Regarde la trajectoire de changement ou de stagnation. Cette observation te dit ce qui est réaliste d'attendre. Et avec cette information, tu décides si c'est suffisant pour toi ou non. Si cette vidéo t'a aidé à calibrer tes attentes, laisse-moi en commentaire. Quelle attente avais-tu qui était peu réaliste? Qu'as-tu changé après avoir mieux compris? Ton expérience aide. Mets un pouce en l'air si ça t'a donné de la clarté et abonne-toi, parce que nous allons continuer à explorer comment naviguer ces relations sans te perdre. Merci d'avoir regardé.